Je vous remercie de cette invitation. Merci beaucoup à Olga Danilova d'avoir organisé cette matinée. Et merci à l'Institut des Petites Avancées, bien sûr, pour son accueil. C'est une thématique tout à fait passionnante qui va nous permettre de faire se rencontrer ce qui n'est finalement pas si courant, des historiens, historiennes et des conservateurs, conservatrices du patrimoine. Bien sûr, le sujet étant tout à fait vaste et passionnant, il engagerait aussi d'autres disciplines, mais c'est peut-être un programme pour l'avenir. Je pense bien sûr au droit et aux travaux de Marie Cornu, par exemple, mais aussi bien sûr à l'archéologie, à l'anthropologie. De même, nous allons aujourd'hui surtout travailler sur des collections, je dirais, de patrimoine artistique, architectural, historique. Mais bien sûr, le sujet engage aussi le patrimoine documentaire, les archives, nous allons aussi en parler, le patrimoine scientifique et technique, et bien sûr aussi le patrimoine immatériel, même si le sujet n'est que tout récent. Donc, j'ai donc l'honneur de vous souhaiter la bienvenue en tant que présidente de cette séance et de me passer à moi-même la parole, puisque Olga m'a fait l'honneur et l'amitié de me demander quelques réflexions introductives qui s'enracinent dans mes propres travaux sur les archives, qui sont autant de pistes de réflexion qui n'ont pas du tout l'ambition d'exhaustivité, mais qui j'espère vont contribuer à mettre en perspective les études de cas qui ont été rassemblées par Olga Danilova pour notre matinée. J'ai donc rassemblé ces réflexions autour de trois grandes lignes, trois grandes thématiques. D'abord, une réflexion sur l'apparition de la question, question de droit, et question aussi de morale au niveau international. Ensuite, je changerai d'échelle et aborderai plutôt la réflexion au niveau du terrain. Qu'est-ce que piller, qu'est-ce que protéger, qu'est-ce que collecter malgré tout en temps de guerre. Et puis, en guise de conclusion, quelques réflexions plutôt sur le retour à la paix, les réparations et les conflits mémoriels. Alors, bien sûr, la question que Olga Danilova a choisie pour notre journée, circulation des collections à l'épreuve des conflits et des guerres 19e-20e siècle, nous enracine dans l'actualité. L'actualité forte et tragique, la destruction de Palmyre, le mausolée de Tombouctou, etc. L'actualité qui est aussi moins brûlante, mais quand même présente, celle des contentieux liés à la Seconde Guerre mondiale. Et, dans une moindre mesure, j'en dirai un mot, à la décolonisation. Ceci nous invite donc à nous focaliser sur la deuxième moitié du XXe siècle. Mais, pour autant, je voudrais rappeler très rapidement que le premier, à mon sens, moment d'apparition du débat, qui déclenche un cycle de réponses juridiques au niveau international, est incontestablement le moment des guerres napoléoniennes, révolutionnaires et napoléoniennes. Et je renvoie notamment aux travaux fondateurs de Bénédicte de Savoie. Les pillages et les destructions, en effet, semblent à l'évidence un invariant des guerres, de toute guerre civile, internationale, mais les saisies qui ont été menées dans le cadre des projets de libération des arts par la Révolution française, puis de construction de l'Europe impériale, et ensuite le cycle de restitution, effectué en 1815, sont incontestablement un tournant par leur caractère programmé et par leurs conséquences sur la réflexion juridique internationale. C'est un moment d'ailleurs qui concerne tant les œuvres d'art que les trouvailles archéologiques et les archives. Le droit international qui se met donc en place à partir de 1815 est scandé par une succession de conférences
il est marqué par la relation franco-allemande, incontestablement, avec le moment de la guerre de 1870. Je renvoie ici aux travaux à l'article notamment récent de Wayne Sandholz. Il faut aussi souligner le rôle important que joue la Russie dans ce concert international de réflexion sur le patrimoine culturel. Et c'est notamment à l'initiative de l'empereur de Russie que se réunit la deuxième conférence de la paix à La Haye en 1907, qui va fonder les bases d'un droit international du patrimoine, avec donc une réflexion commune, je cite, sur les intérêts de l'humanité et les exigences de la civilisation en temps de guerre, et la Convention, dans l'article 56, stipule notamment, je cite, que toute saisie, destruction, dégradation intentionnelle, établissement de monuments historiques, d'œuvres d'art ou de sciences est interdite et doit être poursuivie. Donc, on est en 1907, bien sûr, tout de suite, peu de temps après, se déclenche la Première Guerre mondiale. Nous y reviendrons pendant la matinée. Nous reviendrons sur les deux guerres mondiales, qui sont à leur tour des moments importants de débat et de décision qui vont porter sur la protection du patrimoine. On va avoir évidemment une série d'étapes du droit international. Je ne citerai rapidement que les plus importantes à mon sens, c'est-à-dire la Convention de Genève de 1949 et son protocole qui interdit les agressions contre les monuments historiques, les œuvres d'art, les lieux de culte, le patrimoine culturel et spirituel des peuples. Et puis, naturellement, la naissance de l'UNESCO et en 1954, la Convention sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Mais cette dynamique juridique qui s'accélère après la Seconde Guerre mondiale, ça ne s'arrête pas là. Elle connaît un nouvel essor dans les années 1990, et on comprend pourquoi. C'est la recomposition de l'Europe à la sortie du communisme. Et elle connaît aussi un nouvel essor avec l'évolution de la notion de patrimoine, avec par exemple la Convention pour la protection du patrimoine culturel et matériel en 2003. Donc on a bien sûr la question de la protection, mais se pose aussi, à l'issue de la Première Guerre mondiale et plus encore de la Deuxième, la question de la réparation due au vainqueur par le vaincu, en compensation des destructions liées au combat, aux occupations. Ceci donc, que ce soit au niveau des États ou que ce soit au niveau des victimes, des individus, des familles, dont le patrimoine a été spolié ou a été détruit pendant les conflits. Ce débat donc, est tout à fait passionnant à suivre, notamment parce que, à partir de la Seconde Guerre mondiale, y interviennent les juristes et les hommes politiques américains qui vont notamment jouer un rôle clé pour écarter du règlement des conflits la possibilité de réparation en nature, in kind, réparation en nature qui avait été adoptée en partie pendant la Première Guerre mondiale, écarter également la question de la vente du patrimoine du vaincu pour réparer les dommages subis en fait par le vainqueur, solution qui avait été un temps envisagée au Japon, comme le montrent les travaux récents de Christine Kim sur la relation Japon et Corée. Donc, les conflits internationaux demeurent au cœur du débat et à l'origine des principales évolutions juridiques. Je voudrais cependant dire un mot, même si aujourd'hui nous ne le traiterons pas directement, mais peut-être malgré tout un petit peu en parlant de l'Asie centrale, dire un mot de la question des décolonisations qui vont faire évoluer la question à plusieurs titres. Tout d'abord, en reformulant les enjeux de la propriété ou de rapatriement des biens culturels à l'occasion des négociations des moments de décolonisation et qui aboutissent à une nouvelle convention, la Convention de Vienne,
en 1983 sur la succession d'États. Les Français, par exemple, quittent précipitamment l'Algérie, comme on le sait, en 1962. Ils emportent alors non seulement une partie des archives, mais emportent, et ça je m'appuie sur la thèse en cours de Anjo Belissari à Harvard, ils emportent des monuments qu'ils démontent, militaires ou civils, des statues, des cloches d'église, et ils emportent aussi les collections du musée d'Alger, les collections d'art occidental, que, à la suite du règlement de 1962, la France va restituer à Alger en 1969. Et donc cet art impressionniste, notamment, va entrer dans le patrimoine algérien. Il y a bien sûr beaucoup d'autres travaux sur le moment colonial et post-colonial, notamment la Belgique, le Zaïre, les Pays-Bas, l'Indonésie, le Japon, la Corée, etc. Et qui nous invitent peut-être à reconsidérer la colonisation, qui est certes une guerre continue, qui est certes une spoliation, une destruction et une violence, mais qui est aussi, comme le montrent les travaux de Svetlana Gorchilina-Tiela, un moment de transfert, de négociation et d'appropriation. Et permet de cette façon une reconstruction de l'histoire dans le cadre donc d'une nouvelle compréhension des politiques impériales et des rivalités de puissance. Donc, guerre internationale, colonisation, et dans cette réflexion sur la question juridique et internationale, je voudrais insister aussi sur le fait que finalement, les États restent les premiers acteurs. Les États sont les premiers acteurs des organisations internationales, que sont par exemple l'UNESCO. Ils sont responsables de l'application des traités. Ils sont aussi responsables d'une réflexion intérieure sur la protection du patrimoine des communautés, patrimoine de la culture traditionnelle et populaire, etc. Donc, le cadre des États reste premier, d'où la question qui se pose quand l'État est remis en question, voire disparaît, dans un contexte de guerre civile. Donc le moment de la guerre civile est peut-être le moment le plus dangereux pour le patrimoine. Alors, par l'extension des combats, mais aussi parce que finalement le droit international n'intervient plus. Le patrimoine est une cible dans l'histoire longue de l'iconoclasme politique, religieux, et là aussi il faut retracer un moment de prise de conscience collective. On daterait peut-être, à mon sens, de la guerre d'Espagne, des grands bombardements de la guerre d'Espagne, de la mise à l'abri des collections des musées espagnols, etc. Et cette histoire de la guerre civile ouvre sur une nouvelle histoire de droit international et de mobilisation qui va cette fois atteindre un niveau, non pas international, mais transnational, avec la naissance, par exemple, d'ONG du type Bouclier Bleu, le Blue Shield, qui est lié à l'UNESCO, mais qui est une ONG, et qui va donc mobiliser en faveur du patrimoine culturel en temps de guerre et en temps de guerre civile. Alors, ceci m'amène donc à conclure très rapidement ce premier point sur le fait que finalement, les termes du débat, le dispositif de droit international et même de droit interne aux États sont posés et vont aboutir à toute la réflexion juridique, notamment sur la notion de patrimoine, ce terme qui va s'imposer au XXe siècle, avec là aussi toute une réflexion sur la terminologie, qui n'est pas la même dans le droit et dans la réflexion francophone et anglophone, avec les deux notions de heritage et de cultural property, de propriété de biens culturels. Donc les principes sont là, le droit international existe. Maintenant, si on change la focale et que on va le faire ce matin, on se porte sur les réalités du terrain. Ces réalités du terrain ne correspondent pas, bien évidemment, toujours aux principes communs. Et donc, il est tout à fait important, et c'est ce que nous allons faire, de porter la focale sur un lieu et sur un moment. Par exemple,
la présence de l'armée en France, de l'armée allemande en France en 1914, les révolutions de 1917 en Russie, qui entraînent des dispersions d'œuvres d'art, des destructions, des dispersions d'archives, ou, autre moment clé, l'avancée des troupes soviétiques en Europe centrale et orientale en 1945. De même, lorsqu'il est possible d'approcher l'échelle individuelle, la focale individuelle, cela, à mon avis, est tout à fait intéressant et important. Donc, comment expliciter les réactions des archéologues, des conservateurs, des archivistes, des collectionneurs, mais aussi des marchands, des trafiquants qui sont engagés ou entraînés dans les guerres. Et souvent, ce questionnement fait émerger des figures d'exception, des figures fascinantes, le baron de Bayle, on va en parler tout à l'heure, mais aussi, et là je renvoie plutôt à mes propres travaux, quelqu'un comme Rose Valland, qui a été engagée dans la résistance au jeu de paume, occupée par les nazis, et puis qui ensuite a joué un rôle clé dans la recherche des œuvres d'art spoliées dans l'Europe, dans l'ancien Reich détruit dans la deuxième moitié des années 1940. Donc des figures individuelles qui nous amènent à réfléchir sur le fait que, bien sûr, les bombardements de trésors patrimoniaux, les actes de spoliation et de pillage sont, au niveau du droit international, unanimement proscrits, et ce, clairement depuis Napoléon, mais que, de fait, les guerres, les conflits demeurent des moments d'anomie du pouvoir, de succession de pouvoir, de combat, d'occupation, et ouvrent donc de larges possibilités au vol, au trafic d'œuvres d'art. On le voit actuellement au Moyen-Orient, malheureusement, mais aussi à des politiques de spoliation, donc, qui sont donc là menées dans le cadre des guerres et selon des logiques qui vont combiner projets historiques, projets idéologiques et projets de souveraineté. Et je fais là allusion notamment aux politiques de trophées qui vont être menées par l'Union soviétique dans l'Europe d'après-guerre, mais aussi dans une logique différente, mais qu'on peut comparer, au plan systématique de spoliation du patrimoine mise en œuvre par Hitler entre 1940 et 1944. Que font donc les acteurs face à ces menaces? Ils s'engagent pour protéger, et là on a tout un répertoire de mobilisation individuelle, par exemple celle des archivistes russes qui vont tenter de sauver les archives du Kremlin en 1918, menacées par le feu. Pensez aussi au Louvre, évacué en 1939. On peut penser tous les processus de négociation entre les brigades des trophées soviétiques et, par exemple, les conservateurs des musées allemands en 1945-46. Mais plus récemment, on peut penser au sauvetage et à la mise à l'abri des collections d'art occidentales du musée d'Alger. Et on comprend bien pourquoi à la fois l'art orientaliste et les luttes de Delacroix, en 1995, dans le contexte de la guerre civile entre le gouvernement algérien et les islamistes, ont été soigneusement exfiltrés et cachés dans les coffres de la Banque d'Alger. Donc il s'agit de protéger, c'est un premier geste. Il s'agit aussi parfois de collecter pour documenter la guerre. C'est un geste, là aussi, qui peut-être n'est pas si récent, mais qui en tout cas se développe au XXe siècle. C'est-à-dire l'idée que la guerre est un moment qu'il faut documenter pour l'histoire, quitte à éventuellement exfiltrer ce patrimoine documentaire du lieu de conflit, et ce sera le but des missions envoyées par le musée de la guerre, créé en 1917 à Paris, et mission missionnaire dont fait partie le baron de Bayle sur la scène de la Révolution russe. Donc il s'agit de documenter la guerre et parfois aussi de documenter la perte, qui va s'imposer sans doute plus tard, dans le second XXe siècle, comme un projet en soi, photographier, documenter la perte, faire des listes, y compris par des enquêtes comme, par exemple, l'enquête qui est tout à fait intéressante, qui s'appelle Lost Memory, l'enquête lancée par l'UNESCO à la suite des destructions massives de bibliothèques et d'archives lors des guerres de Yougoslavie en 1992-93.
On voit par là que la réaction, la guerre est un moment de danger pour le patrimoine culturel, mais aussi un moment de prise de conscience et de réaction. Donc il s'agit de protéger, de collecter, de documenter la disparition, mais cette disparition, et il faut le souligner, ne veut pas seulement dire destruction, perte. Bien sûr, il y a des pertes, il y a des destructions, mais selon une logique qui peut paraître paradoxale au premier regard, la guerre, et surtout la guerre continuée, c'est-à-dire les occupations, peuvent combiner à la fois donc, la violence et la destruction, mais aussi la construction d'institutions. Institutions donc, qui naissent en temps de guerre mondiale, mais aussi colonisation, si on la considère comme une guerre. On peut penser par exemple aux successifs Kunstschutz allemands, donc institutions de protection du patrimoine culturel, qui ont été créées pendant la Première Guerre mondiale, comme le montrent notamment les travaux de Christine Lacotte, et qui ont été de nouveau mises en place, notamment en France, en 1940. Et de même, la colonisation, comme l'a montré Anne-Laura Stoller, est l'occasion de création, d'administration archivistique de musées. Les guerres contribuent à la prospérité des grands musées, le Louvre bien évidemment, et le British Museum, et elles ont aussi été parfois à l'origine de projets ambitieux qui n'ont pas été réalisés, dont le plus connu est sans doute le musée de Linz, dont Hitler avait déjà fait les plans et pour lequel il avait collecté des œuvres d'art dans toute l'Europe. Mais on peut penser aussi, et c'est moins connu, même si c'est connu des participants de cette journée, le super musée qui avait été proposé à Staline par les historiens de l'art Ivan Grabar et Vladimir Bonch-Boevitch, qui là aussi prévoyait, même si Staline n'a pas retenu cette idée, de collecter dans toute l'Europe libérée des œuvres d'art pour les rassembler à Moscou. Les guerres donc entraînent la constitution de collections. Parfois c'est en toute bonne conscience, et c'est toute la complexité du moment colonial bien sûr. Parfois, au contraire, c'est en toute conscience de l'illégalité de la spoliation. D'où la création, notamment en Union soviétique après 1945, de toute une série d'institutions de conservation, archives, dépôts spéciaux des musées, Spetskran, qui vont être créés pour finalement cacher ces biens trophées, parce que l'URSS est tout à fait consciente que, pour partie, elles avaient été spoliées par les nazis et auraient donc dû être restituées à leurs légitimes propriétaires après la défaite d'Hitler. Donc, cette histoire est une histoire complexe parce que parfois les projets culturels de guerre sont assumés, ça va être le cas d'Hitler, parfois ils sont instrumentalisés aussi, et parfois par les mêmes, au profit de politiques prédatrices. C'est toute l'ambiguïté, par exemple, des Kunstschutz pendant la Première et surtout la Seconde Guerre mondiale. Et là encore, si on se place au niveau de l'individu, on peut observer toute cette tension entre éthique professionnelle de la conservation du patrimoine, mais aussi obéissance aux ordres ou logique patriotique. Et ces tensions sont très, très intéressantes à observer. Alors, je termine, puisque les 20 minutes que je dois m'octroyer à moi-même sont déjà passées, pour dire quelques mots rapides sur le retour à la paix, même si la focale n'est pas celle de notre journée. Donc, le retour à la paix, c'est de nouveau un cycle à la fois politique et juridique. Il s'agit de faire l'inventaire des biens disparus, de remplacer, de punir. Et on peut souligner que pas plus tard qu'hier, la Cour pénale internationale s'est emparée de ce sujet en faisant extrader vers La Haye l'un des responsables de la destruction des mausolées de Tombouctou pour la première fois. Donc, s'inscrivant dans une dynamique qui a été lancée à Nuremberg. Donc punir, il s'agit aussi de revendiquer, de restituer, selon donc, des échelles de temps qui peuvent être courtes. C'est l'immédiate après-guerre, 1940-46 avec Nuremberg,
jusqu'en 1949 et le retour à la pleine souveraineté des deux Allemagnes. Mais ça peut être beaucoup plus long. Par exemple, les contentieux coloniaux s'enracinent dans le XIXe siècle et trouvent leur réponse souvent à partir des années 2000. Donc il s'agit de revendiquer, de restituer, parfois de réparer, même si, en tout cas, la notion d'œuvre d'art nous incite plutôt à réfléchir sur l'unicité, donc sur la perte. Mais on voit là encore à propos de Tombouctou qu'il est possible, peut-être, de réparer, puisque les mausolées, sous l'égide de l'UNESCO, sont reconstruits. Il s'agit donc aussi de réfléchir au retour d'expérience. C'est une piste qui me paraît tout à fait intéressante. Par exemple, la peur de la guerre nucléaire, la peur d'une nouvelle guerre, va entraîner toute une réflexion sur la protection du patrimoine, suite notamment aux destructions patrimoniales de la guerre d'Espagne, de la Seconde Guerre mondiale, la notion de copie, de numérisation, la création d'abris, les plans d'évacuation, etc. Et enfin, pour terminer, je dirais que peut-être une dernière piste de réflexion qu'on va peut-être aborder aujourd'hui, notamment avec la BDIC et le baron de Bâle, serait de réfléchir sur finalement que deviennent ces collections accumulées en temps de guerre, une fois qu'elles sont stabilisées finalement dans un musée ou dans une institution d'archives. Est-ce qu'on prend en compte leur histoire particulière? Une collecte qui a été hâtive, voire brutale, qui n'a pas été raisonnée, un mélange de documents et d'objets. C'est un sujet qui, me semble-t-il, a été bien étudié pour les collections ethnographiques et la problématique coloniale, qui l'a moins été pour les archives et pour les trophées de guerre, ce qui ouvre donc de nombreuses pistes qui donc, vont aujourd'hui être complétées par bien d'autres. Et donc, sans plus tarder, merci pour votre attention. Je reprends ma casquette de présidente et je vais donc inviter Svitlana Gorchelina